de ce Bienvenue chez vous, autour de la table, c'est Marion qui est venue nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes soigneur, on dit comme ça? Comment on dit pour vous présenter? Alors moi je ne suis pas soigneuse, je suis responsable pédagogique. Responsable pédagogique au Zoo d'Amnéville. Au Zoo d'Amnéville. Et donc chaque semaine, vous allez venir nous présenter un animal. Oui. C'est sympa de votre part parce que c'était une de nos demandes et on avait envie de connaître mieux ces animaux. Avec elle tout à l'heure, on parlera des ours blancs, mais ne croyez pas que ce sont de gros nounours très affectueux qui ont juste envie de vous faire des câlins. On va en parler juste après la rubrique de Stéphane. Avec vous, on va parler musique, Stéphane. Exactement. Comme chaque semaine, on commence avec une mauvaise nouvelle pour les fans de la comédie musicale Adam et Ève, la seconde chance, la comédie musicale de Pascal Obispo. Il n'y aura pas de seconde chance, justement, c'est le cas de le dire. À 15 jours du début de la tournée, tout est annulé. Voilà, c'est comme ça. Alors les organisateurs disent la dégradation du climat économique, mais effectivement, la vraie raison, c'est que ça ne marche pas du tout. On va voir un extrait justement de la comédie. Peut-être que c'est la saturation du public sur les comédies musicales, parce qu'on a quand même Le Roi Soleil, Cléopâtre, etc. etc. 1789, il y a plein de choses en ce moment. En ce moment, il y en a un peu beaucoup. Il y a des amis à moi qui sont dans 1789, qui étaient à la MAI avec moi, école de musique. Voilà. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu pars pas en tournée bientôt avec aussi toute une équipe d'acteurs? Fin octobre, oui. Ouais, le 14 octobre, j'ai mon concert au Nancy Jazz Pulsation. Puis au NJP le 14 octobre? Voilà, oui, à l'appel Plénière. Fan du Goef, c'est à quelle heure? C'est à 14h30, je crois. Très bien. C'est en après-midi, un dimanche. Voilà, et après, je suis en train de préparer une tournée. Et tu pars avec qui en tournée? Avec les comédiens de Plus belle la vie. Ils ont monté ça cet été. Il y a 7 comédiens de Plus belle la vie qui chantent, accompagnés par 6 musiciens. Et voilà quoi. Bon, je vais y aller. Ouais. C'est sympa. Ouais. Alors on continue avec will.i.am, on en a parlé la semaine dernière, on en reparle cette semaine. La sortie de son album, ça sera le 15 octobre prochain. Il a diffusé son album sur la planète Mars. Bon, aucun intérêt, mais bon, c'est tout de même sympa. On le retrouvera en duo avec Rihanna, Britney Spears, Justin Bieber et plus inattendu, Annie Cordy. Sérieux? Oui, sérieux. Il y a duo avec Annie Cordy? Ouais. Ah ouais? Non, c'est une blague. Non, mais j'aurais pu le croire, parce qu'on n'en est pas là, on n'en est plus là aujourd'hui. Hein. On enchaîne avec Madonna, entre polémique avec le Front National et annulation de son concert cet été. Ça a été la star qui a fait beaucoup parler d'elle cet été, justement. Alors, lors de son concert à l'Olympia, je sais pas si le fameux concert à l'Olympia. Court et cher. Voilà, 90 € minimum, 276 € maximum. Concert de 45 minutes. C'était vraiment l'arnaque du siècle, on va dire. Je vous propose de regarder une vidéo qui a été tournée justement par les spectateurs qui étaient présents dans la salle. Depuis, l'organisateur a reçu 500 lettres de réclamation, un groupe Facebook, etc., 800 fans. L'annonceur annonce que l'affaire sera portée devant les tribunaux si l'organisateur ne rembourse pas. Et l'organisateur a donné sa réponse. Pour lui, je cite, « La réclamation n'est pas fondée et il ne remboursera pas un centime ». C'est clair. Au moins, c'est clair. Le top 5 des 5 chansons les plus diffusées cette semaine, on y va. Numéro 5 cette semaine, on retrouve Rio avec Naiko pour Party Shaker. 4e, Section d'Assaut avec Watty House. On retrouve will.i.am justement, 3e position avec This Is Love. 2e, Carly Rae Jepsen avec Call Me Baby. Et 1er cette semaine, c'est Alex Ferrari avec le titre Bara Bara Bere. On l'écoute? Ah oui. Allez, c'est parti. Le tube de cet été. Merci Stéphane pour tout cela. On va vous emmener faire une petite balade du côté du Zoo d'Amnéville avec Marion maintenant. Donc chaque semaine dans Bienvenue chez vous, on va vous présenter un des hôtes, si j'ose dire, de ce Zoo d'Amnéville. Et avec vous aujourd'hui, Marion, on va parler de l'ours blanc. Oui, notre ours Tromso. Alors avant de voir les images, on peut juste planter le décor. Ce sont des jolies bébêtes qui font quel poids? Alors Tromso pèse à peu près 420 kg. C'est le plus petit de nos deux ours, puisque le plus gros des deux pèse 450 kg.
Et forcément, c'est pas très affectueux. C'est-à-dire que vous, lorsque vous les approchez, c'est jamais derrière, enfin c'est toujours face... c'est toujours derrière des barreaux, voilà, en fait. c'est le mot que je cherchais, Oui. derrière des parois. Et les soigneurs également, les soigneurs n'ont aucun contact avec les animaux ? Aucun contact avec ces animaux-là. Ils sont bien sûr trop dangereux. Si on avait une intervention vétérinaire, on a évidemment des fusils hypodermiques pour endormir les animaux. Sur les grands animaux comme ça, ils sont rarement malades, heureusement. Donc à ce jour, aucun problème à signaler. C'est quelle puissance ? Là, on voit les images. Un ours comme ça peut facilement mettre à terre un homme en quelques secondes, non ? Oui, en quelques secondes. Avec généralement, on dit qu'avec une patte, ils peuvent sortir des phoques. Un phoque pèse en moyenne 300 kg. Ah oui. Et la puissance de chaque patte représente 500 kg. Alors, ils sont chez vous depuis combien de temps ? Là, c'est deux mâles, hein, on est bien d'accord qu'ils ne vont jamais se reproduire. Non, jamais. Il s'agit de deux mâles, ils ont 24 ans tous les deux. Et ils sont aux eaux depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Alors, ils deviennent rares, pourquoi, ces ours ? Alors, ils deviennent rares puisque leur habitat est en train de se dégrader. Il y a énormément de pollution, la fonte prématurée de la banquise fait que l'animal est aujourd'hui en statut vulnérable. Ça signifie qu'il est en danger. La population se maintient, elle est de 20 000 ours, mais ça signifie que dans un avenir proche, il pourrait être susceptible d'être de plus en plus menacé. Qu'est-ce qu'on peut encore savoir sur cet ours ? Ça doit quand même manger des tonnes, mais pas loin, quoi. Pour un ours, tous les jours, on leur donne 10 kilos de bœuf et de poulet. Ah, ça mange de la viande ? Ah oui, carnivore, oui, dit tout à l'heure. oui. Oui, c'est vrai, absolument. Ils mangent de la viande, ce sont les plus carnivores des ours. Ah oui. Ils n'ont pas du tout le régime omnivore des ours bruns, par exemple. Dans la nature, le régime de l'ours polaire, c'est du phoque, principalement. Des carcasses de baleines. Quand ils sont repliés dans la toundra, ils vont manger quelques baies, mais ils sont vraiment des carnassiers. Jacques, une question, non ? Non, mais en fait, on comprend que dans l'environnement dans lequel ils vivent, il n'y a pas beaucoup de plantes, quoi. Donc, Oui. le régime est carnassier. Voilà, c'est ça. Ils sont constamment sur la banquise. Quand ils se replient, c'est principalement pour hiverner, donc ils vont dormir. Ils ne vont pas spécialement se nourrir. Et effectivement, à la fin de cette hivernation, à ce moment-là, ils retournent sur la banquise pour manger à nouveau énormément de viande. Mais Marion, chez nous, ici, dans la région, ils hibernent aussi ? Alors non, nous on ne les fait pas hiverner. Alors vous dites hiberner, nous c'est hiverner. Quelle différence ? La différence, quand ils hibernent, la température du corps descend énormément, ils sont en léthargie. Quand ils hivernent, ils dorment en fait, la température du corps descend de 2 degrés, ils sont à 35. Et ils doivent pouvoir se réveiller à tout moment en cas d'attaque d'un autre ours polaire ou pour fuir un danger. Ils hivernent. Mais ils n'hibernent pas. Ils n'hibernent pas. J'ai appris un truc aujourd'hui. Merci Marion, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Avant de passer à l'autre table et de justement tenter de connaître et de percer vos connaissances au niveau phytothérapie, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur ce reportage. Alors Jacques, vous le savez certainement, il existe un arbre à encens. Et Hong Kong a commencé comme ça, chose que je ne savais pas. C'est d'ailleurs cet arbre qui a donné le nom de Hong Kong. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après pour parler phytothérapie avec Jacques. Dans cet immense verger aromatique, Chan Kun-wing se bat pour préserver l'héritage de Hong Kong. Il est revenu d'Irlande du Nord il y a 4 ans pour ressusciter la plantation d'arbres à encens de son grand-père, la dernière de ce territoire du sud de la Chine. Je voulais cultiver ces arbres parce que c'est la culture de l'arbre à encens qui a donné son nom à Hong Kong. Un nom qui signifie port parfumé en cantonais. Car avant de devenir un pôle économique et financier, Hong Kong était une plateforme majeure du commerce de l'encens. Mais ce bois, peu cultivé aujourd'hui, est devenu très rare et son prix a décollé. Le bois à encens est plus cher que l'or en termes de poids. La résine de très bonne qualité se négocie jusqu'à plus de 1 000 € le gramme. Cette sève est très prisée dans la médecine chinoise. On lui prête des vertus thérapeutiques dans le traitement de l'asthme ou de certains cancers. Il reste très peu d'arbres à encens en Chine continentale. Comparativement, il y en a plus à Hong Kong, donc beaucoup de personnes viennent ici pour les abattre de façon illégale. À tel point que cette espèce d'arbre est désormais officiellement menacée d'extinction. Celui-ci a plus de 50 ans, une trouvaille rare à Hong Kong. J'aimerais que de plus en plus de gens se mettent à planter des arbres à encens pour que Hong Kong retrouve sa réputation de port au parfum. D'après lui, le secret pour y parvenir est simple, un bon drainage, un désherbage efficace et surtout de la passion et beaucoup de patience.
Si j'ai bien compris, ce que vous me dites, Jacques, il y a plusieurs encens. Là on parle d'un encens bien spécial, parce qu'il a l'air très cher, celui-ci. Oui, là, c'est un encens chinois que je ne connais pas. C'est pas l'encens des églises que nous avons chez nous? Non, parce qu'en fait, l'encens vient du Yémen et pousse beaucoup en Arabie, un petit peu en Afrique de l'Est. En fait, on appelle souvent les encens, c'est une espèce de résine qui va exuder d'un tronc, soit quand on l'incise, soit naturellement. Et quand on la brûle, ça donne un parfum extrêmement agréable. Et l'encens du Yémen, de l'Arabie, a fait l'objet de convoitises dans toutes les grandes civilisations. Déjà, les Grecs, à l'époque d'Alexandre le Grand, avaient essayé de maîtriser les zones de production de l'île de Socotra, 300 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, les Romains ont fait une expédition d'Égypte pour aller contrôler les terres d'encens du Yémen. Ensuite, il y a eu les Égyptiens, eux aussi, enfin avant, il y a eu les Égyptiens. Donc, toutes les civilisations ont essayé de maîtriser les sites de production parce que ça coûtait très cher. C'était des offrandes dans les religions. Et puis, c'était aussi les parfums d'encens chassent les mauvais esprits. Oui, donc en plus, il y a une croyance très forte. Voilà. Mais ça, c'est l'aspect, je dirais, mythique de l'encens, mais il y a aussi un aspect thérapeutique. Alors, il y a un encens en Inde qui est très utilisé comme anti-inflammatoire intestinal. Et la médecine ayurvédique prescrit aujourd'hui des gélules d'encens dans les rectocolites hémorragiques, maladies de Crohn, etc., avec des résultats pharmacologiques très intéressants. Bien Malheureusement, la plante n'est pas disponible en France. Ah non, on ne peut pas en trouver. Non, mais elle viendra un jour parce que c'est quand même très intéressant. Nous allons parler donc phytothérapie. Tu as la chance de voyager pas mal, toi, Hugo. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser quelques plantes style ce que nous a ramené Jacques? Parce que dans son livre Des plantes toxiques qui soignent, c'est vrai qu'on a l'impression souvent de connaître des plantes, mais on les connaît pour une chose, pas forcément pour la vraie raison. Et ça, c'est très étonnant. Et là, on a sur ce plateau vraiment un choix étonnant. Oui, tu es déjà rentré en contact avec quoi, par exemple? Je ne suis pas rentré en contact avec, mais je connais cette plante, la datura. Lors d'un voyage au Sénégal, on m'a expliqué que cette plante qu'il fallait pas la consommer sous forme de tisane parce que ça rendait fou, quoi. On a des bouffées délirantes. Oui. Oui. Alors ce datura, on a plusieurs daturas. On a celui qui pousse en Afrique et un petit peu en Europe, qui est celui-ci, c'est Datura stramonium. On l'appelle la pomme du diable, justement à cause de ses effets. Et la pomme du diable, c'est le fruit qu'on voit ici, qui est un fruit épineux, qui libère des graines. Et ça, c'est sa fleur en forme de trompette. Parce que la fleur est plutôt jolie, je pense. Voilà, la fleur est très belle. Ouais. Alors toute la plante est toxique. Et c'est surtout une autre espèce qui a été utilisée par les chamans péruviens. C'est ce qu'on appelle des datura arborescents, et qui donnent des grandes fleurs, des grandes cloches comme ceci qui pendent en dessous des arbres. C'est magnifique. Et cette plante est utilisée dans tous les rites chamaniques de l'Amérique du Sud pour ses propriétés hallucinogènes. Pour entrer en transe, par exemple. Voilà, pour entrer en transe. Donc si on vient à toucher une plante comme ça, on risque quelque chose? Non, en touchant, non. Et alors, ce qui est plus grave aussi, c'est que ce datura a des propriétés amnésiantes. Et ça, c'est des travaux qui ont été faits à l'université de Strasbourg il y a une quinzaine d'années. Et certaines parties font perdre la mémoire. Ce qui fait qu'on arrive à maintenir des gens dans certains territoires en leur donnant à leur insu un petit peu de datura régulièrement, et on perd un petit peu l'origine de son village. Voilà. Mais c'est aussi un médicament, puisque ces dérivés-là sont utilisés pour faire des collyres, à base d'atropine par exemple, pour dilater les pupilles. Et on l'a aussi en pharmacie. Et ce qui est toujours très étonnant, c'est quand vous nous présentez une plante et qu'il nous explique la dangerosité de la plante, pour savoir qu'à la fin, on l'utilise quand même en pharmacologie, ce qui est assez étonnant. Quoi. Oui. C'est le but du livre, en tout cas. Oui. Ça, Et alors, c'était aussi les plantes des sorcières au Moyen-Âge. Alors, elles utilisaient la belladone, qu'on connaît mieux parce que c'est une plante qui ressemble un peu, puis qui a des fruits comme des olives un petit peu noirs, très toxiques aussi. Et les sorcières, qui étaient en fait des femmes qui étaient en communication avec les esprits, qui soignaient un peu de médecine magique, etc., s'enduisaient d'extrait de datura et de belladone sur un manche à balai et faisaient une administration intravaginale. Et en fait, ça pénètre très vite dans le corps et ça donne ces effets d'hallucination. Et quand on a la représentation de la sorcière sur un balai qui vole, on va voir ça différemment maintenant. Effectivement, une des explications effectivement de l'envolée dans le ciel. On s'arrête là. Voilà. Je savais. Je dis, il y a un des deux à droite qui va le faire. Je ne sais pas lequel, mais Ensuite, on a ici une très jolie petite colchique d'automne. Oui. Donc une fleur très jolie, violacée. À cette saison. Dans les prix, c'est la fin de l'automne, non? C'est ça. Mais là, elle est un petit peu précoce, celle-là. Oui. Bon. Et en fait, la première année, il n'y a que des fleurs, et l'année suivante, elle fera des feuilles et des fruits. Alors, cette colchique est très toxique. Elle était déjà utilisée au IIe siècle par Galien dans le traitement de la goutte.
Oui. Vous savez, la goutte, c'est quand on a de l'acide urique qui précipite dans les articulations, puis ça fait des gonflements très douloureux, et eux l'utilisaient pour cette indication-là. Mais après, il y a eu des problèmes, parce que pendant tout le Moyen-Âge, on ne l'a plus utilisée, parce que déjà on se trompait de dose, elle est très toxique. Elle détruit certaines cellules du rein et du foie. Ah oui, et en fait, il faut l'utiliser de manière très parcimonieuse, et elle est revenue au goût du jour au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors aujourd'hui, on a essayé au XXe siècle d'en faire des anticancéreuses, ça n'a jamais réussi, parce qu'elle est trop toxique. Par contre, il y a dedans 2 molécules, la colchicine pour la goutte, qu'on utilise à très faible dose, de quelques milligrammes, et on a un dérivé que beaucoup connaissent, quand on a mal au dos, on prend du thiocolchicoside ou du myolastan, c'est un décontracturant. Mais ça ne vient pas seulement de la plante là, c'est une molécule qu'on extrait et on va la modifier pour en faire un relaxant musculaire. Dans les plantes qui sont appelées à disparaître, ça c'est la fameuse plante qui donnait l'huile de ricin, c'est ça? Voilà. Alors l'huile de ricin est très commune, c'est une plante du bassin méditerranéen. Elle fait des belles petites graines, mais j'en ai pas amené, des petites graines un petit peu moirées, marbrées comme ça, rouge et noir, et un peu de blanc. Alors la graine est très toxique, elle peut être mortelle. 5 graines tuent un gosse, ça il faut le savoir. La graine est très toxique, peuvent tuer un enfant. Ah oui. 20-30 graines chez un adulte, ça se passe très mal. Parce qu'il y a dedans une protéine qui est cytotoxique, qui détruit les cellules. Ça détruit le foie très rapidement. Donc ça donne des nausées, des brûlures, etc. C'est assez pénible. Par contre, quand je prends cette graine comme une noix, et si je l'écrase, je vais obtenir de l'huile. L'huile n'est pas toxique. C'est dingue ça. Et la toxicité reste dans le tourteau. Et ce qui fait que l'huile a été utilisée depuis presque 2000 ans, déjà comme huile de lampe à brûler, mais aussi comme laxatif un peu drastique, très irritant. Alors c'est sûr, quand on était constipé, une cuillère à soupe, ça nettoyait. Mais depuis 15 jours, en France, cette huile a été retirée des pharmacies parce que le rapport bénéfice-risque a été jugé défavorable. Mais par contre, l'huile existe toujours. Alors, c'est aussi un peu des idées de faire des agrocarburants avec cette huile, mais il faut se méfier effectivement du tourteau. Et alors, ça a été aussi les fameuses molécules qui voulaient être utilisées par les bioterroristes. Quand on a parlé de terrorisme avec des molécules pour empoisonner des châteaux d'eau, par exemple, c'était avec cette fameuse ricine, qui est très toxique. Parce que c'est sûrement le poison le plus violent du règne végétal, à très faible dose, quelques milligrammes. Et il y a une dernière anecdote que j'ai eue aussi. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir à la pharmacie, qui m'a dit, écoutez, j'ai eu un chien qui est mort dans des conditions épouvantables, il s'est tordu de douleur, il bavait, etc. On n'a rien pu faire. Et il avait mangé des espèces de produits que j'avais mis dans le jardin comme engrais. Ils m'ont ramené le sac. Et quand j'ai regardé, c'était des engrais faits avec des tourteaux de ricin. Ah, donc exactement, très dangereux. Mais comment on peut donc j'ai pas compris comment ça peut être mis sur le marché. Alors en fait, normalement, un engrais doit être mélangé dans le sol, mais là, bêtement, le chien l'avait mangé. C'est en plus maintenant de regarder sur les paquets d'engrais avec quoi est fait l'engrais, on n'a pas fini de dire les. Ah oui, c'est incroyable. Pour terminer, Jacques. Voilà. Alors là, c'est plus des plantes toxiques. Alors celle-ci, c'est une plante qui vient des Indiens d'Amérique du Nord, c'est l'échinacée. C'est un immunostimulant utilisé par les Indiens comme cicatrisant. Ah, oui. Et seulement depuis le 19e siècle, les Américains ont trouvé des propriétés qui renforcent les défenses naturelles. Donc pour l'hiver, pour l'hiver, c'est parfait. Donc on l'utilise pas trop en tisane, on l'a en gélule, on l'a en extrait. Et là, pendant 2 mois, c'est parfait. On prend ça octobre-novembre, juste avant que la grippe arrive. Échinacée. Renforce les défenses naturelles, stimule la production d'anticorps, renforce les globules blancs qui vont éliminer tout ce qui est donc à l'entrée d'hiver, c'est pas plus mal de se faire une petite cure de... Voilà, alors en préventif à faible dose, et quand on a la grippe, à plus forte dose, c'est antiviral et antibactérien. C'est vraiment la plante de l'hiver. 100% positif. Voilà. Et enfin et puis alors celle-ci fait un tabac actuellement un peu partout, dans les magasins diététiques, en pharmacie, etc. C'est la fameuse baie de goji. Ah oui, donc la baie de goji, cette petite baie rouge, là elle est jeune, je l'ai récoltée dans le jardin des Récollets récemment. D'ailleurs, on fait des visites guidées du jardin des Récollets encore pendant le mois de septembre. Il faut les voir sur Internet. Et puis cette petite baie va devenir un peu plus grosse, rouge plus foncé, et elle est mangée comme des raisins, des raisins secs. Alors, elle a beaucoup de propriétés. Elle est très riche en vitamines, groupe des vitamines B, vitamine C. Elle renferme aussi des acides aminés et puis des substances qui renforcent aussi les défenses naturelles. Et ça a quel goût? Mais c'est agréable à manger. Mais il y a eu un problème. Vous la laissez si vous voulez. C'est qu'il y a deux, on l'appelle aussi le lissier. Il y en a un d'Europe et un de Chine. Or, celui d'Europe, il y a un jour quelqu'un qui a montré, qui a dit, écoutez, il y a des alcaloïdes dedans qui sont dangereux et on l'a classé en plante toxique chez nous en Europe.
alors qu'elle était déjà utilisée en 1850 par les médecins. Après, on n'en a plus entendu parler jusqu'à 4-5 ans, et c'est revenu par la Chine, en disant que l'espèce chinoise, qui pousse au Tibet, donc plante résistante, etc., et maintenant, elle est effectivement cultivée là-haut et importée. Et j'ai bien vérifié la biblio, il n'y a pas de toxicité, c'était une erreur d'une publication scientifique, et la plante ne pose aucun problème, et mais si on l'a maintenant contrôlée. On devient des surhommes, Pas du tout. Alors, en médecine chinoise, ce qui aide beaucoup, c'est que dans la médecine chinoise, elle renforce les énergies, le Qi, elle est aussi aphrodisiaque, donc évidemment, là, tout le monde se jette dessus. Bah oui, forcément. Mais quand on regarde les travaux scientifiques, c'est surtout, donc, renforce les défenses naturelles, beaucoup de vitamines, des acides aminés, c'est une très très bonne plante, d'appoint, en fait, pour l'hiver. Voilà, donc on consomme les petites graines, une cuillère à soupe par jour. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus des plantes toxiques qui soignent, c'est Jacques Florentin, la préface c'est de Jean-Marie Pell, c'est chez Ouest France. Merci beaucoup Jacques. Merci Hugo. Merci Jean-Luc. Merci à vous, merci à vous. Bon courage pour la suite. On rappelle que le 14 octobre, vous êtes au NJP à 14h et puis ensuite 14h30, c'est le 14 octobre. Et ensuite, vous allez partir donc en tournée avec quelques comédiens de l'équipe de Plus belle la vie. Voilà. Merci. Stéphane, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup. Nous, on se donne bien sûr rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et à bientôt. Bye bye, chers amis. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.